Nous n'aurions jamais dû trouver ce bateau. Ce n'est qu'une erreur statistique, un hasard dans l'immensité blanche de l'Arctique. Cependant, nous l'avons trouvé. Et à partir de ce moment, la logique à laquelle nous, scientifiques, faisions tant confiance, a cessé de fonctionner. Notre expédition à Spitzberg, en août 2025, avait un objectif très précis et, pour être honnête, assez ennuyeux. Nous étudions la dégradation du pergélisol. Le groupe était composé de 4 personnes. Le docteur Harry Storn, notre chef, glaciologue de renommée mondiale, et homme pour qui la glace était plus compréhensible que les gens. Lena Petrova, climatologue, ma fiancée, une femme qui alliait un esprit vif et une empathie incroyable. Ben Carter, géologue, mon meilleur ami depuis l'université, éternel optimiste et amateur de blagues bruyantes, même au bout du monde. Et moi, Marc, ingénieur civil, spécialiste du comportement des masses glaciaires. Notre tâche était simple: forer, prélever des échantillons, analyser les données et établir des prévisions sur la vitesse de fonte de l'Arctique. Nous étions basés dans une petite station de recherche appelée Severny-Gorizon, à quelques heures de vol de Longyearbyen. Autour de nous, à des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y avait qu'un désert de glace, des rochers et quelques rares taches de mousse. La découverte a eu lieu au cours de la 3e semaine de l'expédition, le 15 août. Nous étions en train de photographier depuis les airs l'un des fjords les plus reculés de la côte est de l'archipel. C'était une région où même les touristes les plus téméraires s'aventuraient dans rarement, un endroit sauvage et intact. J'étais assis dans les hélicoptères, à côté du pilote, observant les instruments, lorsque Ben, qui regardait par le hublot, a soudainement appuyé sa main contre la vitre. « Hé, qu'est-ce que c'est là-bas » Sa voix dans mes écouteurs semblait inhabituellement grave. En bas, au milieu du chaos de glace brisée, rejeté sur le rivage par une récente tempête, on distinguait une tache sombre. Elle avait une forme anormalement régulière et allongée. Le pilote, un Norvégien expérimenté nommé Olaf, a descendu en faisant un cercle. Il n'y avait plus aucun doute, c'était un bateau. En bois, vieux, pris dans un étau de glace. Harris donna immédiatement l'ordre d'atterrir. La curiosité l'emporta sur tous les protocoles de sécurité. La curiosité scientifique est une force redoutable. Olaf trouva un endroit plat, à environ 1 kilomètre de la découverte, et nous continuâmes à pied. L'air était glacial et cristallin. Sous nos pieds, la neige et de petits éclats de glace craquaient. Plus nous nous approchions, plus le spectacle était étrange. C'était un petit bateau d'une dizaine de mètres de long, ressemblant à un ancien bateau de pêche ou à un petit cotre. Le bois de la coque était noirci par le temps et l'eau, presque noire. Le bateau gisait sur le côté, profondément enfoncé dans la glace qui, ici près du rivage, était monolithique et, à en juger par sa structure, très ancienne. Il était évident qu'il avait été rejeté sur le rivage et gelé ici il y a de nombreuses années. Le récent été anormalement chaud et la forte marée ne l'avaient que partiellement libéré de son emprisonnement glacé. « Incroyable !» murmura Harris en touchant prudemment le bord avec son gant. La construction est primitive, elle ressemble à celle du début du XXe siècle. Mais l'état de conservation, le bois est dur comme de la pierre, aucune trace de pourriture. Il fit le tour du navire, l'examinant sous tous les angles. À l'arrière, sous une couche de glace, nous avons réussi à distinguer des lettres à moitié effacées. Lena les nettoya soigneusement avec un pic à glace. « Serenity's End » lut-elle à voix haute, la fin de la sérénité. Ben sortit immédiatement sa tablette et tenta de trouver un navire portant ce nom dans les bases de données des registres maritimes, tant modernes qu'historiques. Rien, pas la moindre mention, comme si ce navire n'avait jamais existé. Le plus étrange nous attendait à l'intérieur,
La petite cabine était verrouillée de l'intérieur. Nous avons dû utiliser un pied de biche pour ouvrir la porte gelée. À l'intérieur, il y avait 4 personnes. Elles étaient assises et couchées dans des positions naturelles. 2 à une petite table, une sur une couchette, une autre à la barre. Elles étaient toutes décédées. Gelées, ils étaient devenus des statues de glace. Cependant, ce n'étaient pas des marins d'il y a 100 ans. Ils portaient des vêtements modernes et high-tech, des sous-vêtements thermiques, des polaires, des vestes imperméables, exactement comme les nôtres. J'ai reconnu les marques, c'était un équipement coûteux et de qualité, disponible depuis quelques années. Ce fut le premier élément discordant qui me mit mal à l'aise. Un bateau ancien, qui n'existe pas dans les registres, et un équipage en vêtements modernes. Les visages des morts étaient figés dans une expression de calme total, presque de paix. Aucun signe de panique, de lutte ou de souffrance. Ils étaient simplement assis, comme s'ils s'étaient endormis et n'avaient bien pas réveillé. Sur la table se trouvaient des tasses en métal, également modernes, de type touristique. Ben a éclairé l'une d'elles avec sa lampe de poche. Au fond, il y avait une sorte de liquide sombre, gelé, du café ou du thé. Nous avons commencé à documenter méthodiquement tout ce que nous voyions. Photos, vidéos, notes détaillées. Harris était en extase scientifique, avançant une hypothèse après l'autre. Une opération secrète, une expédition privée, des amateurs de sensations fortes égarés qui avaient trouvé un vieux bateau et décidé de s'y réfugier. Cependant, aucune de ces versions n'expliquait tout. Pourquoi n'avait-il pas lancé de signal de détresse? Il devait sûrement avoir des téléphones satellites ou des balises de détresse. Pourquoi était-il si calmement habillé à l'intérieur de la cabine? Si le navire était en détresse, il se serait préparé à sortir. Lena a trouvé une petite boîte étanche sur la table. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir. Les pages étaient gelées, mais après quelques minutes de réchauffement prudent entre nos mains, nous avons réussi à les séparer. Les notes étaient rédigées en anglais, dans une écriture soignée et claire. Il s'agissait principalement de notes techniques, coordonnées, profondeur, température de l'eau. Cependant, les dernières pages contenaient des notes personnelles. L'auteur décrivait la tempête, la panne du moteur et la façon dont leur bateau avait été pris dans les glaces. Il écrivait qu'ils étaient à court de carburant pour le générateur, et donc de chaleur. La dernière note était courte et glaçante. La glace nous a emportés, comme il l'avait prédit. J'espère que Dieu nous pardonnera. Le 12e août 2026. Nous avons relu la date plusieurs fois. Le 12e août 2026. Nous étions ici le 15 août 2025. Harris fronça les sourcils. Une erreur. L'homme était stressé. Il gelait. Il s'est trompé d'année. C'est la seule explication logique. Mais l'écriture était assurée. Aucun signe de tremblement ou de confusion mentale. Nous avons décidé d'emporter l'un des corps et tous les objets trouvés au poste pour les examiner de plus près. Notre choix s'est porté sur l'homme assis à la barre. Il avait à peu près notre âge, les cheveux courts et une barbe soignée. Lorsque nous avons commencé à déplacer son corps avec précaution, un petit objet est tombé de la poche de sa veste. Il a teinté sur le pont. Ben se pencha et le ramassa. C'était un passeport à la couverture bordeaux foncé, un passeport standard de citoyen de l'Union européenne. Ben essuya la gelée blanche qui le recouvrait et l'ouvrit. Son visage changea instantanément. Il pâlit, recula et laissa tomber le document comme s'il s'était brûlé les mains. « Ben, que s'est-il passé ?» demanda Lena. Il resta silencieux, les yeux grands ouverts, fixant le corps. Harris ramassa le passeport sur le sol. Il regarda attentivement la page avec la photo, puis lut le nom et la date de naissance. Puis il leva lentement les yeux vers moi. Dans le silence qui suivit,
Rompue seulement par le sifflement du vent, sa voix résonna, sourde et distante. « Marc, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il. Il me tendit le passeport. Je le pris entre mes doigts, engourdi. C'était moi sur la photo, un peu plus âgé, avec des rides plus profondes autour des yeux. Mais c'était bien moi. Non, Mark Henderson. Date de délivrance, 23 mars 2026. Lieu de délivrance, Berlin. Je regardais mon visage sur la photo du passeport qui ne serait délivré que dans 7 mois. Puis je posai mon regard sur le visage gelé de l'homme assis à la barre de ce bateau impossible. C'était le même visage, mon visage. Le temps s'était arrêté. Les pales de l'hélicoptère continuaient de tourner. Olaf parlait dans la radio, mais je n'entendais rien. Le monde entier s'était réduit à un morceau de papier plastifié dans mes mains et au visage gelé dans le bateau. Mon visage. Ben était debout, appuyé contre un bloc de glace et vomissait abondamment. Lena s'est précipitée vers moi et a posé sa main sur mon épaule. Elle n'a rien dit, elle l'a simplement serré fort, essayant de me ramener à la réalité. Harris, toujours calme et imperturbable, m'a pris mon passeport et l'a examiné attentivement, comme s'il espérait que les chiffres et les lettres allaient changer. Il a comparé la photo sur le document avec mon visage, puis avec celui du défunt. Son expression ressemblait à celle d'un ordinateur essayant de résoudre un problème insoluble. D'abord un travail intense, puis une panne générale. Et nous emportons le corps et tout ce que nous trouvons dans le bateau. Nous retournons immédiatement au poste, dit-il d'une voix sèche, comme un ordre. C'était ce dont nous avions besoin, un ordre qui nous sortit de notre torpeur. Nous avons travaillé en silence et mécaniquement. Nous avons emballé le corps dans un sac hermétique spécial. Nous avons rassemblé dans des conteneurs tous les objets trouvés dans la cabine. Des tasses, un bloc-notes, des restes de nourriture, des instruments de navigation qui se sont également avérés être un mélange étrange de compas anciens et d'un GPS moderne, bien que cassé. Nous avons agi de manière coordonnée, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. Mais un mur invisible s'était dressé entre nous. Ben évitait de regarder dans ma direction. Lena me jetait de temps à autre des regards rapides et effrayés. Et moi, je ressentais une étrange et froide aliénation. C'était comme si je regardais tout cela de l'extérieur, comme une scène de film. Je n'avais pas peur. Je ressentais seulement une sensation sourde et nauséeuse d'injustice, de violation des lois fondamentales de l'univers. Le vol de retour en hélicoptère s'est déroulé dans un silence complet. Le sac contenant le corps était dans la soute. Je savais qu'il était là, et cette connaissance était plus pesante que le rugissement du moteur. Je sortais sans cesse le passeport qui m'avait été délivré dans le futur. La qualité était irréprochable. Les filigranes, les hologrammes, le microtexte, tout était en place. C'était un document absolument authentique qui ne pouvait tout simplement pas exister. Je l'ai ouvert à la dernière page. Il n'y avait ni visa, ni tampon de passage à la frontière. Seule une petite note, à peine visible, écrite au stylo. Quelques chiffres. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Mon cerveau refusait d'accepter davantage d'informations. La station Horizon Nord nous a accueillis avec son confort et sa chaleur habituelle, mais cet endroit semblait désormais être un piège. Nous avons déposé le corps dans le bloc laboratoire, une petite pièce bien isolée et équipée d'un puissant système de refroidissement où nous conservions les échantillons de carottes. Nous avons réglé la température à -20 degrés Celsius. La porte du laboratoire était équipée d'un code. Harris a immédiatement changé le code. La tension dans notre petit groupe était à son comble. Pendant le dîner, personne n'a prononcé un mot. Ben a tripoté son assiette sans y toucher, puis il s'est levé en silence et s'est retourné dans sa chambre. Lena a essayé de me parler, m'a demandé comment je me sentais,
mais je ne savais pas quoi lui répondre. Comment peut se sentir quelqu'un qui vient de mettre dans un sac son propre cadavre venu du futur? J'ai répondu que j'allais si bien, mais c'était un mensonge. Je n'allais pas bien. Je sentais la réalité se désagréger. Tard dans la soirée, Harris nous a réunis dans la cabine. Il avait l'air épuisé, mais déterminé. Sur la table devant lui se trouvait un bloc-notes et un passeport. « Nous devons aborder cela d'un point de vue scientifique », a-t-il commencé en nous regardant tour à tour. « Les émotions sont de mauvais conseillers. Nous avons besoin de faits. Premièrement, nous devons procéder à un examen minutieux du corps. Analyse ADN, état dentaire, signes particuliers. Nous devons obtenir une confirmation ou une infirmation formelle de l'identité. » Lena, qui avait une formation médicale de base, acquiesça, bien qu'elle fût pâle. « Je vais vous aider, » dit-elle. « Je serai présent, » ai-je ajouté. C'était bien ma voix, mais elle me semblait étrangère. Harris m'a regardé d'un air dubitatif. « Marc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Je dois le faire, » ai-je rétorqué. L'examen a été l'un des pires souvenirs de ma vie. Nous sommes entrés tous les trois, Lena, Harris et moi, dans le laboratoire froid. Le corps avait déjà un peu dégelé et nous avons pu retirer ses vêtements. En dessous, c'était un homme tout à fait ordinaire. De ma taille, de ma corpulence. Lena a prélevé des échantillons de cheveux et un frottis épithélial à l'intérieur de la joue pour un test ADN. Nous avions nos échantillons de référence prélevés avant le début de l'expédition. Le résultat était prêt quelques heures plus tard. La correspondance était de 98,9%. C'était moi. Nous avons ensuite commencé à rechercher des signes distinctifs. J'ai indiqué mon sourcil gauche. J'ai une cicatrice ici. Je suis tombé de vélo quand j'étais enfant. Harris a éclairé l'endroit avec une lampe de poche. Le visage du défunt avait également une cicatrice, exactement au même endroit. Mais elle était différente. La mienne était fine et blanchâtre, tandis que celle-ci était plus grossière et plus ancienne, comme si elle avait mis plus de temps à cicatriser. Comme si cette cicatrice avait une autre histoire. Cependant, c'est Lena qui fit la découverte la plus effrayante en examinant la cavité buccale. « Harris, regarde ici », dit-elle. Sur la mâchoire supérieure, la deuxième dent postérieure droite était recouverte d'une couronne. Une couronne en céramique parfaite, ajustée avec une précision incroyable. Je n'ai jamais eu de couronne. Toutes mes dents étaient en place, et je me serais souvenu d'une procédure dentaire aussi complexe. Je me tenais là, regardant mes propres dents dans la bouche d'un autre, et c'était une preuve plus solide qu'un passeport. C'était un changement physique de mon corps qui n'avait pas encore eu lieu. Pendant que nous étions au laboratoire, Ben ne restait pas inactif. Il s'était enfermé dans la cabine radio avec le carnet de bord du bateau. Il avait réussi à réchauffer et à détacher quelques pages supplémentaires. Il saisissait méthodiquement toutes les coordonnées qu'il pouvait déchiffrer sur l'ordinateur. Lorsque nous sommes sortis du laboratoire, abasourdi et silencieux, Ben nous attendait. Son visage était livide. « Vous devez voir cela », murmura-t-il. Une carte de la région était affichée sur le grand écran du moniteur. Plusieurs points clignotaient, reliés par une ligne pointillée. « C'est l'itinéraire du Serenity's End », dit Ben. D'après les enregistrements, ils ont dérivé pendant plusieurs semaines. « Ici », dit-il en montrant un point, loin au large. Leur moteur est tombé en panne. Et ici, son doigt se déplaça vers la côte où nous avions fait notre découverte. Ils ont été pris dans les glaces. Tout semblait logique, comme la reconstitution d'une tragédie. Mais Ben ouvrit un autre fichier. À l'intérieur de la couverture, il y avait une autre liste, 5 paires de coordonnées, sans aucune explication, juste une liste. Il reporta les points sur la carte. Le premier point, marqué en rouge, clignotait exactement à l'endroit où nous avions trouvé le bateau. C'est là qu'ils ont fait naufrage. Les coordonnées correspondent au mètre près.
Le silence se fit. Et ça, Ben se força à continuer, c'est le deuxième point. Un deuxième marqueur rouge clignotait sur la carte. Il se trouvait juste au-dessus du schéma de notre station. Ce sont nos coordonnées, ici, maintenant. Mon cœur s'arrêta de battre. Lena eut le souffle coupé et se couvrit la bouche de la main. Cela ne pouvait pas être vrai. C'était au-delà de toute coïncidence, mais ce n'était pas encore la fin. Ben désigna une petite note écrite au même stylo à côté de la deuxième paire de coordonnées. Des chiffres clairs et nets. À côté des coordonnées d'ordre de notre station, il y avait une date, dit Ben d'une voix brisée. Le 17 août 2025. Nous étions le 15 août. Le 17 août, c'était après-demain. Harris, homme de science et de logique, regardait l'écran, et je voyais pour la première fois sur son visage une expression de défaite totale et absolue. Il s'affaissa dans son fauteuil, le regard fixe. Notre station, notre îlot de sécurité, au milieu du chaos glacé, était devenu un point sur la carte d'un itinéraire inconnu et fatal. Il ne restait que 2 jours avant d'arriver à ce point. Le 16 août, la veille de la date indiquée dans le carnet. La station Horizon Nord était passée de notre refuge scientifique à une salle d'attente. L'air était imprégné de paranoïa. Le matin, Harris a tenté de rétablir le rythme de travail habituel en proposant d'analyser les échantillons de glace prélevés près du bateau. C'était tellement absurde que personne ne lui a répondu. La science avait pris fin là, sur le rivage du fjord. Nous n'étions plus que 4 personnes, enfermés seuls face à une réalité impossible. L'ordre auquel Harris était si attaché s'était effondré. Il s'était enfermé dans son bureau, entouré de cartes et d'imprimés de bulletins météo. Il cherchait une explication. Il essayait de trouver des données sur les champs magnétiques anormaux, les phénomènes atmosphériques rares, tout ce qui pourrait expliquer les erreurs de navigation, le dérèglement mental des victimes, mais je voyais bien que ce n'était qu'une imitation d'activité. Comme nous tous, il était dans une impasse. Notre groupe s'est divisé. Ben était devenu une boule de nerfs, à vif. Il était convaincu que nous allions tous mourir, après-demain. Depuis le matin, il ne cessait de répéter qu'il fallait demander l'évacuation. Il s'est précipité dans la salle radio et a tenté de contacter le continent. Situation d'urgence. Incident exceptionnel, criait-il dans le micro. Mais seul, un sifflement et des craquements lui répondaient. Comme par malheur, la puissante tempête magnétique annoncée par les météorologues avait commencé. Elle brouillait presque complètement les communications longue distance. Notre isolement était total. Harris sortit du bureau en entendant les cris de Ben. « Que vas-tu leur dire » demanda-t-il d'une voix faible et fatiguée. « Que nous avons trouvé mon cadavre venu du futur, que, d'après les notes du défunt, quelque chose de terrible va se produire demain dans notre station. On nous rayera du registre le jour même. On dira que nous avons perdu la raison à cause de l'isolement polaire. C'est la fin de notre carrière, la fin de tout. » Lena s'interposa entre eux pour tenter de les réconcilier. Peut-être s'agit-il d'une mauvaise blague, d'une expérience? Nous ne connaissons pas tous les détails. Nous ne devons pas paniquer. Mais ces paroles ne semblaient convaincantes, même à elle. Je me trouvais dans un état étrange, détaché. Je ne ressentais pas la panique de Ben, ni le désespoir d'Harris. Je me sentais comme le personnage principal d'une pièce dont le scénario était déjà écrit. Plusieurs fois par jour, je m'approchais de la porte du laboratoire et regardais à travers le petit hublot le sac dans lequel je me trouvais. Ce n'était pas effrayant, c'était inévitable. Je passais en revue les affaires que nous avions apportées du bateau. J'ai pris mon passeport, le mien daté de 2026. Je le feuilletais machinalement quand mon regard s'est arrêté sur quelque chose qui m'avait échappé la première fois. Sur la dernière page, dans le coin, étaient écrits des chiffres à la main.
quelques chiffres séparés par des points. Cela ne ressemblait pas à un numéro de téléphone ou à une date. Cela ressemblait à une fréquence radio. J'ai pris le carnet d'Harris. Pendant que les autres discutaient, je me suis assis dans un coin et j'ai commencé à le lire depuis le début, en m'attardant sur chaque mot. Les données de technique étaient entrecoupées de brèves notes personnelles. L'auteur, c'est-à-dire moi-même dans le futur, parlait du froid, des provisions qui s'épuisaient, mais ces mots ne trahissaient aucun désespoir. Il y avait une sorte de sombre détermination. Il ne se battait pas pour survivre. Il semblait accomplir une mission. Et je suis tombé plusieurs fois sur une phrase étrange qui se répétait sans cesse. Le signal est faible, mais le cap est bon. Le signal, la fréquence, le cap. Les détails se sont assemblés pour former un tableau cohérent. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la salle radio. Ben était toujours assis là, essayant en vain de percer les interférences. Je l'ai écarté du transmetteur sans un mot. « Marc, que faites-vous » a demandé Lena qui m'avait suivi. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les chiffres sur le passeport et j'ai commencé à régler notre puissant récepteur à ondes courtes. La fréquence était inhabituelle, rarement utilisée pour les communications. Au début, les écouteurs ne laissaient entendre que des sifflements statiques, le rugissement du vent solaire frappant l'ionosphère terrestre. « Rien », dit Harris, déçu, qui était également venu voir. J'étais sur le point d'éteindre le récepteur, mais à ce moment-là, quelque chose d'autre se fraya un chemin à travers le chaos sonore. Quelque chose de rythmé. Ce n'était pas du morse, c'était simplement une impulsion. Basse, monotone, se répétant à intervalles réguliers, comme un métronome ou comme un battement de cœur. « Il y a quelque chose !» m'écriai-je. Harris se précipita vers l'équipement de radiogoniométrie. Son enthousiasme scientifique l'emporta un instant sur sa peur. Il connecta l'analyseur de spectres, essayant de déterminer la direction d'où provenait le signal. Il passa plusieurs minutes à manipuler les appareils, jurant entre ses dents lorsque le signal disparaissait dans les interférences. Finalement, une fine ligne verte apparut à l'écran. « Nous l'avons. Nous avons le relèvement », soupira-t-il. Il transféra les données sur une carte électronique. La ligne partant de notre station se dirigeait vers le sud, en pleine mer. Elle traversait la côte du Spitzberg et indiquait un point au milieu de la mer de Groenland. Harris agrandit l'échelle, puis il ouvrit le fichier contenant les coordonnées de son carnet. Il plaça le troisième point de la liste sur la carte. Le marqueur coïncidait parfaitement avec l'endroit indiqué par la ligne de relèvement. Nous restâmes tous immobiles, les yeux rivés sur l'écran. Un son pulsé provenant des hauts haut-parleurs rompit le silence. Nous avions compris. Le carnet n'était pas simplement le journal des victimes du naufrage. C'était un journal de bord. L'équipage du Serenity's End ne dérivait pas au hasard. Il suivait un itinéraire prédéterminé d'un point à un autre en se guidant sur ce signal. Nous n'étions pas simplement le lieu d'une future tragédie. Nous étions le deuxième point sur leur carte, une étape supplémentaire. Et ce signal, ce pouls mort et monotone, menait au troisième point. La question n'était plus de savoir ce qui allait nous arriver ici demain. La question était de savoir ce qu'était ce signal et ce qui nous attendait à l'endroit où il nous menait. Le battement rythmique du récepteur continuait, comptant les secondes qui nous séparaient de notre avenir. La nuit du 16 au 17 août fut la plus longue de ma vie. Le battement régulier du récepteur devint la bande sonore de notre attente. Nous ne discutions plus. Ben n'essayait plus d'appeler à l'aide. Harris avait abandonné ses cartes inutiles. Nous étions assis dans la cabine, buvant du café et gardant le silence. Dehors, le vent soufflait, mais la véritable tempête faisait rage en nous. Nous étions à la veille de la date inscrite dans le carnet du défunt et nous nous sentions condamnés, attendant l'exécution de notre sentence sans savoir quelle elle serait. Tard dans la nuit, Lena s'approcha
et s'assit à côté de moi. Elle prit ma main. Ses mains étaient glacées. « Que pensez-vous qu'il va se passer ?» m'a-t-elle demandé dans un murmure. Je l'ai regardée. Son visage était éclairé par la lumière des écrans et elle semblait incroyablement fragile. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement, « mais je ressens une envie d'aller là-bas, vers le sud, vers ce signal. Une partie de moi veut le suivre, et cette partie de moi me fait plus peur que tout le reste. » Lena serra ma main plus fort. Elle ne dit rien, mais je compris qu'elle n'avait pas peur d'une menace extérieure. Elle avait peur de me perdre, de perdre le Marc qu'elle connaissait. Le matin du 17 août s'est levé avec une aube grise et morne. La tempête magnétique s'était calmée, mais le ciel était couvert d'un épais voile de nuages. La station fonctionnait normalement. Il y avait de l'électricité, de l'eau, le chauffage fonctionnait. Et le signal du récepteur n'avait pas disparu. Toujours le même pouls, monotone et sans vie. Nous nous sommes rassemblés dans le laboratoire principal, comme si la proximité des équipements scientifiques pouvait nous protéger. Nous avons attendu. Mais rien ne s'est passé. Il n'y a eu ni tremblement de terre, ni ouragan, ni apparition de quoi que ce soit de l'extérieur. Il n'y avait que le silence et notre propre tension qui ne cessait de croître. C'est Harris qui a remarqué la première anomalie vers midi. Il observait les écrans qui surveillaient l'état de l'environnement. « Étrange », a-t-il murmuré. « Le champ magnétique local autour de la station fluctue, il est instable, et les récepteurs GPS, ils indiquent que nous sommes déplacés de plusieurs mètres vers le nord, puis vers le sud. Pourtant, nous sommes sur un socle rocheux. » Il tapota l'appareil comme s'il était défectueux. Mais le problème ne venait pas des appareils. Il semblait que la réalité elle-même autour de notre station était devenue instable, qu'elle avait commencé à flotter. Au même moment, j'ai ressenti une vive douleur dans la tête. La pièce a basculé. Ma vision s'est troublée pendant un instant. Je me suis agrippé à la table pour ne pas tomber. « Marc, vous vous sentez bien ?» a demandé Lena en s'approchant. J'ai regardé mes mains. Pendant une seconde, elles m'ont semblé étrangères, plus rugueuses et plus vieilles. J'ai aperçu mon reflet dans l'écran sombre du moniteur. Le visage fatigué et épuisé de l'homme sur la photo de mon passeport me regardait. Le mal de tête a disparu aussi soudainement qu'il était apparu, laissant derrière lui un vide sonore et un calme étrange. Je ne ressentais plus aucune peur. Je ressentais un but. Je me redressais et, sans regarder personne, me dirigeais vers la timonerie. Les autres me suivirent, en silence. Je m'approchais de la carte accrochée au mur, sur laquelle clignotaient encore les points, indiquant notre itinéraire. « Il est temps, » dis-je. Ma propre voix me semblait étrangère, sourde et dénuée d'émotion. « Il faut préparer le bateau. » Ben s'écarta de moi comme si j'étais un lépreux. « Marc, de quoi parlez-vous? Quel bateau ?» Son voix était empreinte d'horreur. Je ne le regardais pas. Je regardais la carte. Je touchais du doigt le 3e point de l'itinéraire, celui d'où provenait le signal. Le signal était clair. Nous devons partir. À ce moment-là, ils comprirent tous. Lena se couvrit le visage de ses mains. Harris s'affaissa lentement sur une chaise, me regardant avec une expression de compréhension totale. L'équipage du Serenity Sand, c'était nous. Pas simplement des personnes qui nous ressemblaient, mais bien nous, notre équipe, mais venus du futur. Ce qui se passait actuellement dans la station n'était pas un acte de destruction, c'était un lancement, un mécanisme qui nous mettait sur les rails, menant au chemin tracé dans ce carnet. Nous étions pris dans une boucle, et le corps qui gisait dans le congélateur n'était pas simplement mon futur cadavre. C'était le point d'arrivée du voyage que nous étions sur le point de commencer. Je ne sais pas ce qui nous attend au point numéro 3. Je sais seulement que nous devons y arriver. J'écris ces lignes dans le carnet que nous avons trouvé.
La résistance des autres n'a pas duré longtemps. Quelques heures plus tard, le même brouillard d'indifférence et de détermination qui m'avait envahi les avait également enveloppés. Nous n'avons plus peur, nous nous préparons. Nous emballons des provisions et du carburant. Il y a quelques jours, avant de faire notre découverte dans le fjord, nous avons remarqué dans la baie voisine un vieux bateau abandonné, à moitié submergé près du rivage. Nous n'y avons pas prêté attention. Maintenant, nous savons que c'est notre bateau. Son nom, Serenity's End, est presque effacé. Nous pompons l'eau et essayons de démarrer le moteur. Je regarde la liste de coordonnées sur la couverture de ce carnet. Je comprends maintenant que ce n'est pas une carte. C'est un horaire. La dernière entrée de ce journal sera faite le 12 août 2026. La communication avec la station Horizon Nord a été perdue le 17 août 2025. Aucune trace de l'expédition ou de son équipement n'a été retrouvée.